Mon cher David, c'est un plaisir de te retrouver sur la chaîne, vraiment en invité là pour un petit moment qu'on va passer ensemble, une interview qui est dédiée évidemment, bon, à toi-même bien sûr, mais surtout à ton intervention au prochain Oui. festival du potentiel humain Oui. et je trouve qu'avec toi, ce terme de potentiel humain, il va trouver, véritablement toute sa place et toute sa signification. Comment te décrire en quelques mots? C'est pas facile. Un hyper champion, parce que quand on a autant de titres, on peut plus dire un champion, on peut plus dire un super champion. Quand ça dépasse les centaines de titres, il faut dire un hyper champion, je pense. Ouais. J'ai un Est-ce de que mes amis qui dit que tu j'ai pas un palmarès, mais un pédigré, ça me fait rire quand il dit ça. Oui, c'est pas mal pédigré aussi, parce que c'est une histoire de vie finalement, au bout d'un moment, on a envie de dire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots comme on fait habituellement, et Bien ce sûr. que tu fais dans la vie? Ouais. Oui, alors effectivement, on me définit comme sportif de haut niveau au départ, comme sportif de haut niveau paralympique, avec plusieurs participations aux Jeux, 5 en l'occurrence, plusieurs titres, plusieurs médailles, 9, et une quête d'une 6e sélection avec Paris 2024. Mmh. Donc bien sûr que c'est ce qui me caractérise peut-être le plus, mais au-delà de ça, il y a une personne, comme on dit souvent, au-delà du sportif, il y a une personne avant tout, et quand on parle de personne en situation de handicap notamment, il y a le terme personne qui est important et qu'on a tendance parfois à oublier. Je suis juste une personne qui a vécu avec la passion du sport et l'éducation, des valeurs d'éducation par le sport, que mes parents m'ont inculqué en pensant que c'est important de me libérer aussi un certain esprit. Quand on fait du sport physiquement, on s'épanouit aussi, on prend conscience de son corps, etc. Notamment dans mon premier sport, le judo, puis ensuite la natation qui a été vraiment intéressante dans tous les sens du terme. Bon, la passion de l'eau, le fait de pouvoir être en sécurité quand on sait nager, mais aussi le plaisir de flotter, quoi. Et après mon accident, ça a été un moment particulier parce que j'ai vraiment retrouvé une branche à laquelle me raccrocher. Mmh. Et surtout un moyen de pouvoir m'exprimer à 100%, puisque dans l'eau, tout le monde flotte. Ouais, c'est ce que C'est j'allais physique, c'est te poser scientifique. comme question. Mais oui, il y a un autre, sans doute ami de toi, je ne sais pas si vous connaissez Théophile Curin? Théo, oui, on se connaît un petit peu. Alors Théo n'est plus dans le monde paralympique. Il a Ouais, choisi une branche un peu différente, plus côté aventure, un peu comme Philippe Croison l'a fait à un moment donné. c'est vrai. Mais oui, bien sûr, Théo a été mon camarade de l'équipe de France. On se connaît assez bien. Et lui, au contraire de Voilà. toi, il me semble qu'il a eu, justement, la natation, il l'a trouvé après son accident, enfin, ou son opération La en tout cas, maladie, oui. alors que toi tu l'avais avant. Heu, Oui, oui, oui. J'étais nageur avant l'accident et j'ai pu reprendre ce sport comme une thérapie, hein, comme un but d'abord non lucratif à défaut de faire de la kiné en permanence. J'avais en plus une activité physique et sportive qui était la natation, ouais. qui m'a fait du bien psychologiquement, je l'ai dit et je le rappelle, c'est vraiment important, retrouver une identité en tant que sportif et pas uniquement en tant que nageur lambda, mais vraiment l'athlète. Je retournais à la piscine de rééducation, un bassin qui ne faisait finalement que 20 mètres, 18 mètres, avec une eau à 35 degrés qui sert pour la traumatologie et pas du tout pour nager en compétition. Mmh. Mais c'était une solution pour moi de retrouver mon identité, de me raccrocher à quelque chose que je connaissais et de me reconstruire en tant que personne. Ça, c'était très, très important. Mais j'ai repris la compétition après, alors que Théo, c'est une méningite foudroyante, une leucémie foudroyante, pardon, qui a euh, méningite foudroyante, qui a contraint sa famille à accepter que les chirurgiens amputent au fur et à mesure différents membres parce que l'enjeu était vital pour Théo. En fait, la maladie ronge la peau, les os, abîme le corps et quand on n'enlève pas ce qui est abîmé, ça peut se propager encore plus et s'approcher des organes vitaux. Donc il a fallu malheureusement amputer et il a été amputé des 4 membres. Alors 2 fois au niveau tibial et 2 fois sur les avant-bras au niveau de l'humérus. Voilà, et Théo a réussi bien sûr à remonter la pente. Pour quelqu'un qui n'aimait pas l'eau, qui avait peur de l'eau, c'était une Ah, phobie. bon, Jusqu'à ce que Philippe Croivant qu'il croise et qu'il l'a vu comme un peu son double quelque part. Il s'est dit, ben, lui aussi, il a 2 bras, 2 mains en moins, même si Théo a un avantage par rapport à Philippe, c'est que Théo est amputé tibial. Donc il a l'articulation du genou 2 fois, il a l'articulation des coudes aussi, et ça c'est pas rien dans le quotidien, dans son travail. Lui qui est souvent sur les réseaux aussi, pour textoter, pour écrire, il a plus de facilité, plus de précision que quelqu'un d'autre, pour prendre les choses, pour s'habiller, pour plein de choses, plein de raisons fonctionnelles, hein. Et Théo, il marche du coup très bien maintenant. Il a 2 prothèses qui ont été faites sur mesure, bien sûr, et il marche très très bien. Alors que Philippe, c'est plus compliqué, parce que l'amputation est plus haute, voilà, parce que Théo continue à faire du sport aussi, c'est un plus pour lui. ouais. Mais il a découvert, par contre, grâce à Philippe Croison, l'élément aquatique qu'il ne connaissait pas et dont il avait vraiment peur.
Et puis après, il en a fait une motivation. À force de travailler, il s'est dit, je vais en faire mon cheval de Troie, quoi, quelque part. Et retrouver une capacité de pouvoir m'exprimer, de montrer que malgré mon amputation, malgré ma maladie, je vais pouvoir rebondir et avancer. Et puis, comme on le sait, il a fait des choses incroyables, hein. Alors, le côté complémentation a été un peu mis entre parenthèses parce que les choses qui l'ont un peu dérangé sur les classifications, bon voilà, le système international. Bon, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais par contre, il a voulu montrer que même dans les courses d'eau libre, on pouvait se lancer des défis incroyables avec un handicap assez sévère finalement. Bien Et sûr. il a fait une course qui est très prestigieuse en Amérique latine, en Argentine, dans le Rio Grande. Une course qui fait 54 km, qu'il a réussi à boucler en 16 heures ou 15 heures, je ne sais plus exactement, 14 heures peut-être, ou peut-être un peu plus, 16 heures ou 17 heures. Bon. Une de mes amies l'a gagné, Aurélie Muller, qui est une nageuse d'eau libre spécialisée dans l'eau libre, qui avait été malheureusement injustement disqualifiée à Rio alors qu'elle était sur le podium à juste titre. Et elle a failli tout abandonner et pour recommencer un petit peu à zéro et remettre les compteurs à zéro, elle s'est lancée ce défi de faire cette course-là que Stéphane Lecatre, qui entraîne l'équipe de France eau libre, a fait plusieurs fois, a gagné plusieurs fois aussi. Donc il a été un excellent guide, pardon, un très bon guide. C'est-à-dire un excellent bon guide, un très bon guide ou un excellent guide, parce qu'on a le droit à un piroguier et à un guide qui nous entraîne tout au long de la course et qui nous coach tout au long de la course plutôt, et qui nous aiguille tout au long de la course, qui donne des repères stratégiques, qui nous alimente aussi tout au long de la course et qui nous donne des repères aussi tout au long de la course. 54 km dans un endroit où il y a des vagues, etc., où l'eau est sombre, où il y a du courant, c'est pas facile, hein. Punaise. Et Théo l'a bouclé ça, donc chapeau Théo pour cette course incroyable. Et puis Aurélie, c'était une résurrection, quoi. C'est ce qui l'a permis de repartir à zéro vraiment après Rio et de se dire, ok, je vais me lancer un défi et je me jure qu'après cette course-là, si j'arrive à la boucler, je pourrais tout faire, quoi. Et elle est allée, quelques mois après, écraser ses concurrentes. Je dis bien écraser parce qu'elle a gagné les 5 km d'une façon qui est incroyable. 5 ou 10 km, je crois que c'est 5 km. Et notamment une Brésilienne et une Italienne qui lui sont passées devant à Rio au jeu alors qu'elle avait la médaille autour du cou, quoi. Alors deuxième, pas première, parce que Sharon Rouvenda, laquelle s'entraînait, qui est des Pays-Bas, mais qui s'entraîne en France depuis très longtemps, qui est très très forte en eau libre, était championne olympique à Rio. Elle a été aussi d'ailleurs à Tokyo, ou deuxième peut-être. Et Aurélie, au lieu d'être rétrogradée à une place à cause d'un problème de disqualification pendant la course, s'est fait carrément sortir de la course, de l'épreuve. Ça a été horrible, horrible. Bon, voilà, et ça l'a aidé à repartir. Donc oui, pour revenir à la question de l'handicap, c'est quelque chose qui est arrivé pour moi en cours de vie. On appelle ça un handicap acquis. Alors que quand on voit le français acquis, ça paraît quelque chose qui est déjà en nous et qu'on a depuis notre naissance, ou voilà, alors que le handicap acquis, c'est quelque chose qu'on a en cours de vie finalement. Bon. Et la natation a été vraiment mon leitmotiv, ma résurrection aussi, pour d'abord une question d'identité. Je ne me voyais plus comme une personne handicapée seulement, mais comme un sportif qui revenait à quelque chose qu'il connaissait bien et dans lequel il arrivait à s'exprimer correctement, la natation de compétition. Voilà. Et puis, très vite, j'ai été piqué au vif, comme on dit. Le fait de pouvoir renager et me dire que je pourrais de nouveau refaire la compétition et puis faire valoir mes qualités techniques aussi, hein, tout ce que j'avais acquises pendant de nombreuses années, avant mon accident, alors que j'étais d'ailleurs sauveteur maître nageur. Bon. Et eh bien, j'ai réussi à les mettre à bon escient et à reconstruire un profil sportif dans le but de me dire tu ne pourras plus être champion olympique parce que le handicap fait que je ne pourrais pas être ni qualifié ni champion olympique, mais par contre, tu as une chance énorme de pouvoir un jour être champion paralympique si tu t'entraînes correctement. Et donc d'aller aux Jeux, qui était mon rêve. Et j'ai pris le taureau par les cornes et voilà, j'ai construit ma vie à travers le sport au départ. Voilà. Puis il n'y a pas que ça, bien sûr, on parle beaucoup du sport pour me définir au départ comme sportif de haut niveau. Mais je suis ancien élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai été conseiller d'un maire à Grenoble, Michel Destot, et de son directeur général des services, Gilles Duchafaud. J'ai été je suis toujours engagé depuis de nombreuses années sur les institutions sportives nationales et internationales. Je suis engagé à la commission des athlètes du comité olympique sportif français depuis 2008, ça fait 15 ans maintenant. Je suis coprésident du comité des sportifs de l'AFLD, qui est l'agence française de lutte contre le dopage. Voilà, quelque chose qui est important aussi dont on parlera tout à l'heure. Je suis récemment élu, là depuis
hier, on a les résultats hier, je crois, oui, le 1er mai, Félicitations. dimanche, élu au comité des athlètes du CPSF, du Comité paralympique sportif français, qui est l'homologue du CNOSF. Voilà, et de cette commission des athlètes de haut niveau qu'on a enfin créée, ça y est, pour le Comité paralympique sportif français, pour créer une synergie olympique et paralympique, et parce qu'il y a de nombreux sujets en commun. Donc, autant défendre les intérêts des uns et des autres en même temps. Voilà, c'est vraiment important. Et puis, suite à différents changements professionnels, j'ai voulu créer ma structure, ma société, pour intervenir sur l'image, sur la conférence ou sur des conférences, pour accompagner les managers d'entreprise, pour accompagner les événements, des séminaires par exemple, ou des festivals comme notre première édition du Festival du Plat Potentiel Humain qui aura lieu le week-end du 20 et 21 mai au Pont du Gard. Pardon. Voilà, donc c'est une autre particularité. Ou demain, par exemple, je pars en Italie pour une mission sur un événement qui va s'appeler la Nuit des idées, mis en place par l'ambassade de France et l'Italie. Voilà, sur des valeurs du sport, sur des projets sportifs qui resserrent les liens entre nos deux pays, puisque la France accueillera l'année prochaine, on vient d'en parler, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Magnifique. Mais que Cortina d'Ampezzo, nos voisins outre-frontière, là, parce que moi je suis à Grenoble et qu'on traverse cette barre de montagne, cette barrière de Beldon qui est juste devant moi. On est en Italie, quasiment. Cortina d'Ampezzo qui aura les Jeux Olympiques et Paralympiques, le plaisir d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2026. Voilà, donc c'est une synergie qu'on va créer grâce à ce genre d'événement. Puis il y a une convention aussi européenne qu'on doit signer, ou un agrément entre la France et l'Italie concernant la lutte contre le dopage. Donc voilà, je m'envole demain à Rome 3 jours pour la première fois. Je ne connais pas cette ville et je vais être très heureux de découvrir cette belle ville. Puis en plus, la soirée se passe au Palais Farnèse et donc ça va Oh être... là là là. Magique. Pour Ouais, connaître je ne connais pas que du tu tout ce lieu et j'ai hâte de le découvrir et de voir comment c'est. J'ai Ah, jamais mis les pieds à Rome. ah, génial. Génial. Magique. Ouais. J'en garde que des bons souvenirs. C'est vraiment un moment hors du temps en Rome. Un peu comme Paris, mais j'ai failli Oui, y oui. en plus. J'ai eu la chance, grâce à mon père, de voyager beaucoup, notamment en Italie et à Venise depuis tout petit. Et j'étais encore à Noël dernier en famille. On a passé une bonne semaine. Ma soeur est restée plus de 15 jours. C'est une ville que j'adore. Bah, comme pour toi, le Japon, voilà, c'est une ville dans laquelle je me ressource pleinement, qui a traversé le temps, qu'on essaie de conserver aussi tant bien que mal, qui a été un lieu de commerce, d'échange incroyable. Et quand on parle de finance, on parle beaucoup de commerce aussi. Mm. La finance qui fait parler le monde entier aujourd'hui, la question des flux d'échange, etc. Mais voilà, Venise est vraiment une ville unique au monde et qu'il faut protéger, et puis sur un patrimoine culturel qui est juste incroyable. Mm. Mais Rome, j'ai jamais été, ce sera une belle première demain. Pour 3 jours de mission, là, ça va être bien. Donc voilà, cette société a été créée dans ce sens-là aussi, de permettre de faire vraiment l'expérience et d'intervenir légalement avec un intérêt, pas que financier, mais un intérêt financier aussi. Voilà, travailler sur ces thématiques-là qui sont nombreuses. Et puis à chaque fois que je le dis, ou comme je le dis, à chaque fois que je vais en conférence, c'est un peu une mise à jour de moi-même finalement. Puisque Bien sûr. les sujets, les thématiques, les lieux sont différents. Et s'il faut s'adapter à un certain public, le discours ne change pas, bien sûr, mon discours reste le même, mais euh, il y a quand même une nécessité de s'adapter aux personnes et puis surtout d'avoir un discours qui soit intemporel finalement. Voilà, donc je suis content maintenant d'être à mon compte. Ça fait depuis 8 ans maintenant, voilà, depuis 2017. Et que j'avance pour différents sujets, différents événements. Et c'est ce qui fait aussi la richesse d'une société, c'est de pouvoir avoir des statuts qui ouvrent des possibilités pour des thématiques Oui. diverses et variées. Voilà, donc Bien sûr, je suis très content qu'on fasse appel à toi pour le Festival du potentiel humain. Ça va être un magnifique moment de conférence, d'échange, vraiment dans un lieu qui est magique. Donc, c'est vraiment super. J'aimerais qu'on revienne sur un terme que tu as utilisé tout à l'heure dans ton parcours de vie. Ça a été une chance. Je me suis dit, c'est une chance parce que je vais pouvoir peut-être devenir champion paralympique. Je serai oui. plus champion olympique, je serai plus champion paralympique. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu définis, comment tu détermines, ou en tout cas comment tu appréhendes le terme de contrainte. Ce terme de contrainte qui est très connoté négativement par monsieur et madame tout le monde, Oui. et qui, chez des personnes en situation de handicap, par exemple, on peut se dire c'est une contrainte maximale, et donc ça va être une situation qui va être terrible. Là où j'ai toujours l'impression que ce que vous inspirez, vous les champions paralympiques qui transcendez cette contrainte-là, vous la changez en opportunité. Est-ce que tu as cette sensation-là quand tu utilisais le mot chance? C'est ce que tu voulais dire aussi? La chance, oui, parce que j'avais ce rêve de gamin d'être un jour au jeu
pour représenter une équipe de France. Après, de gagner, c'est encore autre chose, mais en tout cas, de me qualifier et d'être en mesure de participer à ce grand événement planétaire, qui est pour tout sportif, même les tennisman le disent, même les footballeurs, hein, Kylian Mbappé le disait encore récemment, qu'il aimerait participer aux Jeux de Paris, et que c'est quelque chose d'important pour lui aussi, parce que c'est où ce sont les Jeux Olympiques, et voilà, c'est le seul moment où la médaille est la même pour tout le monde, donc il y a une valeur particulièrement symbolique aussi derrière tout ça, mais puis c'est, ce que je dis souvent, c'est un des rares moments, ou des rares endroits où on réunit le monde entier pour une belle cause, parce que le deuxième, malheureusement, c'est la guerre, mais c'est pas pour une bonne cause. Quand la guerre se fait, quand le monde se fait la guerre, c'est pas bien. C'est pour de mauvaises causes, de mauvaises raisons, souvent pour des égos, des intérêts économiques, des intérêts financiers, des intérêts de territoire qui vont au-delà de la place de l'homme en général sur notre planète. Voilà, on n'est pas sur une planète pour s'écarter ou pour s'éloigner les uns des autres, mais au contraire pour se rassembler, pour se rencontrer. Et c'est notre diversité, notre richesse, quel que soit le milieu dont on vient et le pays dont on vient, nos origines, qui crée cette richesse-là, cette diversité. Donc une chance, oui, parce que c'était pour moi une branche à laquelle me raccrocher, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser pour ça, mais la chance, je l'ai provoquée aussi quelque part, en acceptant ces contraintes, de m'entraîner en me disant, tu as une opportunité, si tu veux transformer l'essai, euh, il faut te donner le moyen de le faire, quoi. Et d'accepter les contraintes, qui sont déjà celles qu'elles sont. Donc finalement, par rapport au handicap, repartir à l'entraînement, même si ça allait être dur et que ça allait faire mal, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave, c'est une opportunité énorme. J'ai une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le pessimiste voit en chaque opportunité une difficulté, alors que l'optimiste voit en chaque difficulté une opportunité. Mais j'ai envie de dire plus loin, enfin d'aller plus loin ou de dire une opportunité de quoi? Bah, de se différencier des autres, de faire ce que monsieur tout le monde ne fait pas, et donc d'arriver peut-être à quelque chose de prestigieux. Si on veut arriver à un niveau incroyable, faire des choses extraordinaires, ou être à un résultat extraordinaire, il ne faut pas faire les choses ordinaires. Il ne faut pas se comporter de façon ordinaire, il faut se comporter de façon extraordinaire, au quotidien, tous les jours, à l'entraînement, etc. Euh, Être dans une situation confortable, dans le sport, ça demande d'accepter d'être dans de l'inconfort en permanence, à l'entraînement, de se faire mal tous les jours, pour un moment qui va durer 15 jours. Quand on dit, oh, on est en forme olympique, bah, la forme olympique ou la forme paralympique, elle dure 15 jours ou 3 semaines maximum en 4 ans de travail, quoi. Donc, oui, c'était une opportunité incroyable, une chance pour moi de me dire, tu as une branche à laquelle tu as raccroché, mais tu as surtout une opportunité de pouvoir réaliser ce rêve qui t'a guidé jusqu'à présent tout au long de ta vie et qui va continuer à te guider et te redonner une belle carotte quelque part à laquelle te raccrocher, quoi. Donc, c'était, ouais, pour moi, une véritable chance, quoi, d'arriver à prendre ces choses-là comme ça. Et du coup, d'en accepter les contraintes, mais c'était plus vraiment une contrainte, quoi. Le handicap était quand même beaucoup plus sérieux que l'entraînement. Et donc, l'entraînement était devenu de nouveau, et ça doit l'être, et ça doit rester d'ailleurs, un loisir, un plaisir, plus que quelque chose qui est vital, quoi. J'ai la chance de rencontrer des gens régulièrement, notamment des personnes que j'admire beaucoup, qui sont les pilotes d'appareils de France. J'en connais quelques-uns, et j'ai été invité plusieurs fois pour des meetings ou pour des briefings avant leur vol, ce qu'ils appellent la musique, où le leader explique un peu toutes les figures, etc. Ils font une répétition à sec, on va dire. Et après, ils montent dans leurs appareils, et puis ils refont les figures avec des formations de vent, de puissance, de vitesse, de trimming, enfin plein de choses. Voilà. Trimmer, voilà, un système de navigation qui est dans un avion de chasse qui permet de pouvoir réguler un peu la puissance et équilibrer l'assiette de l'avion. Bon, bref. Pour être bien synchro. Et le leader à l'époque, le colonel Tawas, et qui me disait en fait, David, vous faites comme nous, quoi. Votre volonté et notre souhait, nous, en tant que patrouille de France, c'est de mettre du bleu, blanc, rouge partout dans le ciel, et partout en France, partout dans le monde, de valoriser les valeurs de la France, de promouvoir la France à travers ce qu'on appelle les ambassadeurs de l'air, donc notamment pour lesquels font partie la patrouille de France, ces pilotes un peu exceptionnels qui sont pendant 1 an, 2 ans, 3 ans détachés d'un escadron pour représenter la France au plus haut niveau. Hein. Voilà, de véritables icônes, bien sûr, de l'air. Et je leur dis oui, sauf que la différence près, c'est que nous, on ne risque pas notre vie. Alors que vous, oui. Moi, quand je nage, je ne risque pas ma vie, quoi. Et on a été invité avec Alain Bernard, qui était mon copain, qui disait la même chose. Mais attendez, les gars, enfin, ouais, c'est beau tout ça, bleu, blanc, rouge, le côté patriotique en tant que sportif. Bien sûr qu'on a cette valeur-là qui nous anime au quotidien, à l'entraînement. Et que c'est notre souhait de faire résonner le drapeau français, de faire résonner la Marseillaise, et de faire lever le drapeau français dès qu'on le peut. Mais on ne risque pas notre vie pour ça, quoi. Donc, à côté de l'entraînement, pardon, la plus révélateur, à côté de mon handicap et du quotidien qui était difficile, de retrouver une identité, de retrouver une place, de retrouver l'énergie pour reconstruire une vie après un gros accident et un gros traumatisme,
La natation à côté, c'était un loisir, c'était du jeu, quoi. Et même si Mhm. c'est dur parfois, je me dis, attends, après l'entraînement, il se passe quoi là? Tu vas rentrer chez toi, tu vas manger, tu auras construit quelque chose pour avancer vers un projet qui est extraordinaire, d'aller au jeu encore une fois, une sixième fois peut-être, et puis en France en plus, et puis de quoi je me plaindrais, quoi. Voilà. Ouais. Donc oui, c'était une chance de pouvoir reprendre cette activité et d'en Mhm. faire mon métier, une passion en même temps. Mhm. Tu pensais avoir ce potentiel en toi? Tout ce que tu as réalisé par la suite? Ou est-ce que tu vois l'accident comme je sais pas, un révélateur du potentiel? Tu te dis, si je l'avais pas eu, j'aurais peut-être pas découvert des forces en moi que je soupçonnais J'aurais pas? aimé l'éviter, hein, bien sûr, mais j'ai réussi à en faire une force. J'ai tiré le positif vraiment de la situation délicate. Ouais. Quand on est au pied du mur, on a deux solutions. Soit on reste au pied du mur et on se dit, bah, c'est impossible, je ferai rien. Et on se laisse, pas mourir, c'est pas le terme, mais on se laisse vivre. On n'a pas trop de challenge, on n'a pas trop de défis, pas trop d'ambition non plus, du coup. Ou alors on se dit, bah, j'ai une opportunité que je dois transformer. Euh, et pour le coup, l'expression que j'ai utilisée ou la, le dicton, en parlant d'opportunité et de difficulté, elle s'est avérée très vraie, puisque cette grosse difficulté qui m'attendait est devenue une véritable opportunité de m'exprimer, de montrer que je ne pouvais pas descendre plus bas Mhm. et je ne pouvais que reconstruire quelque chose de mieux et de faire en sorte que je puisse peut-être même dépasser des limites que je m'étais peut-être fixées à un moment donné, ou disons que le sport allait me contraindre à dépasser un cap que je n'avais pas soupçonné à un moment donné franchissable ou comme franchissable. Mhm. Comme franchissable. Et ça a été un long travail, hein. Il y a eu 96 ma première compétition jusqu'à 2002 ma première équipe de France. Bah, ça fait 6 ans de travail intensif pour arriver à une première sélection en équipe de France, en nageant tous les jours bien sûr. Et puis après, c'était une opportunité que j'ai réussi à transformer. Mhm. Un premier passage en équipe de France, une première finale, puis après une première médaille en chocolat, quatrième, puis après une première médaille de bronze aux Jeux en 2004 à Athènes. Puis après, en 2008, ben, la consécration. Alors après, il y a eu l'argent hein, en 2010. En 2006 d'abord, pardon, à Durban, en Afrique du Sud, championnat du monde. Je suis 2 fois deuxième. Et puis 2008, la consécration à Pékin avec 2 titres, 50-100 mètres et 2 médailles d'argent sur 200 libres et 50 dos. Mhm. Et je revenais comme le Français le plus médaillé olympique et paralympique de 2008. Magnifique. Voilà. Et puis après, bah, cette médaille qu'on voit, que je présente là en fond d'écran, à Londres, au bord du bassin, voilà, en 2012, 4 ans après, en essayant de défendre mon titre sur le 100 mètres. Bon. Je gagne la série, j'ai le meilleur chrono en série et j'ai pas été assez agressif, pas assez combatif peut-être en finale Mhm. et trop stratégique, quoi, trop dans le calcul. Ah oui. Et je finis sur le podium, mais je ne gagne pas et je me fais battre par un petit Mexicain qui a été meilleur que moi, quoi, voilà. Et puis après, il y a eu le 200 libres le dernier jour où je fais deuxième aussi, mais une très belle deuxième médaille d'argent. Alors que bon, sur le 100 mètres, il y avait une saveur différente. Mhm. Euh, Voilà, et puis on avance comme ça au fur et à mesure avec le temps, et quand on a la chance d'avoir déjà transformé une partie de l'essai et qu'on est sur le podium, au jeu, etc., ben on a envie de continuer, quoi. Le plus dur est fait finalement. C'est ça. Voilà. Ça Je reste voulais. toujours, pardon, ça reste toujours une éternelle remise en question, un éternel recommencement, hein, puisque parce qu'on est qualifié une fois, qu'on est qualifié 2 fois, c'est pas parce qu'on est même champion paralympique ou champion olympique en 2008 qu'on a été forcément qualifié en 2012 et sur le podium, hein, ça c'est sûr que non. Mhm. Donc cette médaille, je suis allé la chercher au même titre que les autres, hein, avec ma sueur, mon travail toute l'année, pendant 4 ans. Et un titre à aller chercher une deuxième fois, c'est plus dur que la première fois, quoi. Parce Ouais. qu'il Ah faut, tout le monde nous attend au tournant, parce qu'il faut reconstruire quelque chose qu'on a déjà eu une fois, et il faut faire mieux, donc faire plus. Voilà, toujours pareil, hein, il y a toujours cette notion de, et j'aime bien ce que tu as utilisé comme question ou comme terme d'inconfort. Euh, Gagner, c'est accepter dans une situation très inconfortable ou être confortable avec l'inconfortable pendant très longtemps. Mhm. C'est un petit peu ça quelque part. Pendant 4 ans, on se dit, ça va être très inconfortable, il faut l'accepter, parce que c'est la seule solution pour être sûr à un moment donné, de dire j'ai assez souffert pour être prêt le jour J, pour se dire qu'à un moment donné, ça va basculer, le niveau de forme, on travaille pour ça, ça se planifie, on se rappelle l'affûtage chez natation, et on arrive à un moment où on a un pic de forme et on sent que vraiment on vole au-dessus de l'eau, on est vraiment bien, on maîtrise tout, et on fait une bonne course et on est à 100% de notre potentiel physique sur le moment. Voilà. Mhm. Donc oui, c'est important d'être dans la capacité d'accepter
notion d'inconfort. Et pour gagner, pour être dans le succès, pour être dans la réussite, pour gagner, il faut accepter d'être dans une situation très inconfortable très souvent. Et la plupart des gens qui ne réussissent pas à être champion olympique un jour ou qui n'ont pas, ne serait-ce que même été sur le podium une fois au jeu, c'est qu'ils n'ont pas accepté cette situation très inconfortable qui est la difficulté, les contraintes liées à l'entraînement et au quotidien. Ça veut dire les choix qu'on fait, ça veut dire les sacrifices qu'on fait aussi parfois. Voilà, ça c'est une certitude. La victoire se construit tous les jours. Hein. C'est pas du jour au lendemain comme ça qu'on émerge. On construit tous les jours, tous les jours, tous les jours avec plein de choses qu'on fait. Voilà. Il y a un des grands préparateurs physiques dans le monde du powerlifting et autres, de la PPG même, hein, qui s'appelait Charles Poliquin, qui est décédé en 2017, qui disait j'ai mis 25 ans à connaître le succès du jour au lendemain. Et j'adore cette phrase. Et puis, il y a à propos de chance ou de provocation, parce que tu as dit qu'il fallait provoquer un peu la chance, provocation dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire provoquer les choses, mettre des atouts de notre côté, faire pencher la balance de notre côté pour se dire, parce que je fais toutes ces choses, parfois inconfortables, que je vais être dans une situation très confortable, en l'occurrence sur la première marche du podium ou sur le podium, dans 4 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans une semaine, peu importe. Mais à quel prix, quoi? La victoire, le succès, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et beaucoup de moments très inconfortables. Et les gens ne sont pas prêts à accepter ces choses-là pendant aussi longtemps. C'est pour ça que ça ne marche pas pour tout le monde. Et heureusement, quelque part, parce que sinon, on aurait des champions olympiques tous les jours. C'est sûr. Mais la chance, je le disais encore à une amie étudiante là tout à l'heure, il faut la provoquer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent. Voilà, le trèfle à 4 feuilles, qui, soi-disant, dont on dit qu'il porte bonheur, parce qu'on ne le trouve pas partout, il faut le chercher pour le trouver. Ceux qui ne cherchent pas le trèfle, ils ne l'auront jamais, ils ne le trouveront jamais. Donc, un trèfle à 4 feuilles, c'est pareil. On peut le trouver si on cherche, si on provoque les choses, si on provoque la chance. Ceux qui pensent qu'il va tomber dessus comme ça un jour ou l'autre, ok, ça peut arriver, mais alors, c'est une chance sur 10 000, 100 000. Quand on fait l'effort de provoquer la chance et de chercher ce trèfle à 4 feuilles dans un pâturage, etc., de fouiller, de prendre le temps pour ça, et le temps, il en faut des fois, et bien, ouais, on a une chance d'optimiser les chances de réussite. Voilà. Et ça, c'est vrai dans tout. On voit bien que dans ton parcours, il y a évidemment cet objectif, ce grand objectif, ce rêve d'être champion. Et tu nous as mis d'un autre côté, en regard de ça, les contraintes qu'on doit s'imposer, qu'on doit se mettre en place, l'entraînement. Et j'aimerais qu'on revienne par rapport à cette perception et ce goût finalement de l'effort et du processus par rapport aux résultats. On a bien vu que dans ta longue carrière, il y a eu différents temps. C'est-à-dire, il y a eu 6 ans quand même où tu n'avais pas de titre. Il y a eu 6 ans où tu ne savais pas si tu aurais un titre. Bien sûr. Les 6 premières années qui ont dû être très spécifiques, très spéciales au niveau mental même, j'endure l'effort, je suis dans l'effort, j'apprécie mes séances de natation que j'aime parce que c'est un sport que j'aime, mais je ne sais pas encore si ça va marcher le jour J. Bien sûr. Je ne suis pas encore un champion. Et ça, c'est très spécifique. Et 6 ans, c'est très long. Et après, tu as eu la médaille de champion, une posture, une position qui était différente dans ton milieu, et qu'il a fallu à chaque fois rechallenger, à chaque fois relancer. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur ta propre relation. Tu vois, c'est une phrase que j'avais préparée. Ta propre relation à l'effort, à l'entraînement et à ton corps. Parce que je pense qu'on peut aussi, comme on dit, kiffer le processus. On peut aussi aimer se mettre dans l'inconfort. On peut apprécier le fait de se donner à fond. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à... Déjà, par rapport au corps, il y a une relation particulière vu le handicap, mais ce corps qui a été blessé, qui a été meurtri à un moment donné par un accident, il fallait que j'en prenne soin. J'en prenais soin pendant la kiné. Du coup, quand j'étais à l'entraînement le soir, même sur une façon de récupération, de rééducation, on va dire plutôt, encore une fois, un bassin qui faisait peut-être 18 mètres, 20 mètres maximum, avec une eau à 36 degrés. Et puis j'avais des gens qui étaient en cure de surcharge pondérale, qui faisaient des vagues, qui faisaient de l'aquagym dedans, ça faisait des vagues énormes. Enfin bon, c'était vraiment pas un bassin de compétition, mais c'était un endroit où je pouvais m'exprimer et m'amuser. Ouais. Et ce corps, j'en ai pris soin à un moment donné aussi, en me disant, de toute façon, il faut le construire, il faut se le forger pour reconstruire l'athlète que tu étais avant, dans la perspective de pouvoir gagner quelque chose un jour. Et pourquoi pas un titre. La position qu'on a au départ d'inquiétude, et ça c'est la magie du sport aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on n'est pas sûr de gagner. Hein. Rien ne nous garantit que j'allais champion olympique ou paralympique un jour. Si je travaillais, je pouvais concourir à l'être, je pouvais peut-être avoir une chance de l'être, mais ce n'était pas gagné d'avance. Et puis ça arrive parfois qu'on perde pour un petit rien. Juste une parenthèse, en 2016, ma première course, c'est le 100 mètres comme en 2008. Je rate le podium pour 1 centième. Oh, un petit centième. C'est la plus petite décimale, c'est le plus petit chiffre possible
qui n'est même pas perceptible à l'œil nu quasiment. Hein. Il faut différencier une plaque électronique qu'on touche quand on touche le mur de la piscine en course. On le touche avec le bout du doigt ou on l'écrase avec la main. C'est vraiment la différence. C'est peut-être 1 centimètre, quoi. Sur une course qui fait 100 mètres, c'est horrible. Donc, comme quoi, rien n'est jamais acquis d'avance, bien entendu. Et quand tu disais à l'instant qu'il y allait toujours avoir ce challenge en permanence, parce que le sport est éternellement un process qui s'entretient avec l'entraînement, mais dont on n'est jamais garant de tous les résultats. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter qu'un jour on puisse être battu, accepter de faire plus que les autres pour rester au haut du sommet, enfin en haut de la pente, en haut du tableau, de la pyramide. Et donc, oui, ce corps, j'en ai pris soin à un moment donné en me disant il faut le reconstruire. Il a été meurtri par un accident, et ben on va le reforger, on va se le forger avec le corps le plus costaud possible pour pouvoir être de nouveau performant. Et puis ce sera un beau pied de nez aussi à cette société qui, à un moment donné, aussi me laissait croire que je pourrais pas aller bien loin, quoi. Et que le handicap renvoyait forcément à l'incapacité de faire des choses. Moi, j'ai un mot que j'aime bien, qu'on utilise des fois, qui est un jargon un peu banalisé. On dit souvent handicapable. Voilà. C'est une façon de dire que la difficulté qu'on a surmontée nous a permis d'être plus capables que les autres. Parce que des difficultés, on les surmonte tout le temps. Parce que les contraintes, on en a tous les jours. Parce que des détours, on en fait tout le temps. Quand les lieux ne sont pas forcément accessibles. Et donc, on est habitué à ces petits efforts au quotidien qu'on fait, peut-être plus que les autres pour arriver au même résultat. Voilà. Et dans la question, la relation à l'effort, elle est particulièrement intéressante dans le sens où on aime se faire mal finalement. C'est là qu'on sait qu'on progresse à l'entraînement, que c'est la conséquence d'un processus qui est évident de travail pour réussir. Sans effort, sans douleur, ça ne marche pas. Le sport nous apprend d'abord l'échec avant la victoire. Hein. C'est à travers les échecs qu'on se forge une victoire à un moment donné, qu'on arrive à se forger un parcours de champion, quoi. Et si ces 6 années ont été un petit peu incertaines en me disant où est-ce que je vais aller, je faisais en tout cas les efforts pour concourir à une réussite et je me disais, de toute façon, tout ce que tu fais, ça va dans le bon sens. Après, on verra le résultat, hein, mais si tu ne fais rien, ça ne marchera pas. Si tu fais au moins quelque chose, tu concours déjà à un résultat certain. Peu importe le résultat, on n'a pas encore d'avance, mais il y aura une certaine satisfaction du résultat que j'aurai obtenu parce que j'aurai travaillé. Et si tu veux plus, il faudra travailler plus. Et si tu veux être dans une position plus confortable, il faut être encore plus inconfortable ou accepter d'être encore plus inconfortable pendant plus de temps. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai repris un processus d'entraînement après une première victoire importante qui était ma sélection en équipe de France en 2002 lors des Championnats de France à Saint-Etienne. Et je m'en souviens toute ma vie parce qu'on allait au Championnat du Monde en Argentine pour les Championnats du Monde. D'ailleurs, j'ai fait une redite. On allait au monde en Argentine et je suis arrivé à la piscine à Saint-Etienne. Il y avait de la musique, comme souvent dans les compétitions. Et la première musique que j'ai entendue, c'était le morceau de Madonna, Don't Cry for Me, Argentina. Ça m'a fait sourire en me disant, ça, c'est un signe de la vie. Ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher une sélection pour l'Argentine. Et ça a été mes premières larmes parce que première équipe de France, et j'ai mon entraîneur de bout du fil. Et voilà, écoute, voilà, bah, ça c'est fait, je suis qualifié, c'est fantastique et tout ça. Donc mais c'était aussi une question de confiance en soi parce que je me suis dit, tu es en équipe de France maintenant, c'est loin d'être fini, c'est là que ça commence, mais tu as passé un cap, tu as un autre statut aujourd'hui. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour gagner en confiance en soi. Arthur Ashe, qui est un mentor nord-américain, un mentor, enfin, genre tennis d'abord, qui a été le mentor de Yannick Noah pendant très longtemps, la personne qui l'a vraiment inspiré, disait que si l'une des clés de la réussite et du succès, c'est la confiance en soi, il disait aussi que l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et dans le sport, la préparation, elle est essentielle, quoi. Si on se prépare tous les jours correctement à l'entraînement, on gagne en confiance jour après jour, mois après mois, année après année, saison après saison. Et au bout de 4 ans de travail, on ne peut que concourir à avoir des choses qui sont bien faites, etc. Même si on doute toujours, hein, c'est ce doute qui va nous pousser aussi à un moment donné à aller un peu plus loin, à nous dépasser, etc. Donc c'est important, mais ouais, c'est un cheminement, un process qui est quelque chose que l'on construit au fur et à mesure des années, de l'entraînement, des séances, jour après jour, et qui nous rend meilleurs. J'ai un entraîneur anglais un jour qui m'a dit, qui s'appelle Lars Hummer, que j'aime beaucoup, qui m'a dit un jour, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être meilleur demain? Tu le mets sur un bout de papier, tu le mets sur ton frigo, et tous les jours tu regardes ton papier. Mais vraiment, hein. C'est vrai.
En off, on parlait de notre amour commun pour le Japon et la société japonaise, toi à travers le judo entre autres. Oui, Et c'est l'une des rares cultures, même je pense la seule en fait pour moi, où que ce soit le sado, donc dont on a parlé à la cérémonie du thé, que ce soit les oui, katas dans les arts martiaux, oui, que ce soit en fait tout. Hein, moi j'ai travaillé dans les industries, dans les entreprises aussi, à différents endroits. Il y a quelque chose chez les Japonais qui est du l'ordre de le détail est important. Les oui, petites choses sont importantes parce que c'est elles participent déjà au résultat. En fait, c'est déjà le résultat. Le processus est déjà le résultat. C'est tout ce que tu viens de nous dire, en fait. C'est-à-dire oui, que, mis au pied du mur, tu t'es dit maintenant, il faut que je fasse les choses bien. Et parce que je vais faire les choses bien tous les jours, ça va me fournir ce résultat que j'aurai plus tard. Une médaille ou un succès, hein, peu importe. Et c'est finalement ça. oui, et dans déjà des bases solides. Hmm. Première citation que j'ai eue au Championnat de France, mes premiers Championnats de France en e-sport en 96, on était à l'hôtel à Belfort et je crois d'un entraîneur belge qui parlait avec un ami qui s'appelle Lionel Romano, un ancien agent de l'équipe de France en e-sport qui était S10, qui avait un petit handicap, bon bref. Et il disait à Lionel, tu sais Lionel, avec son accent belge, c'était très très marrant. En 96, hein, je l'ai toujours en tête. Dans le couloir, à 22h, j'allais me coucher, je le croise, et puis moi j'étais je sais pas comment dire, un peu le nouveau qui arrivait, quoi, et je voulais m'inspirer de plein de gens qui avaient de l'expérience, qui avaient déjà été au jeu, etc., des entraîneurs qui étaient expérimentés, tout ça. Donc j'écoutais tout ce qui se passait en me disant, tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Et il disait, tu vois, Lionel, bah, la natation, c'est comme un building. Hein. Si tu construis très vite trop, hein, ton building il s'effondre. Alors que tu as une bonne base bien solide. Hein. Bah, elle est stable, elle est solide, elle est ferme. Hein. Il disait ça avec son petit accent belge, là, c'était marrant. Bon, je ne sais pas s'il le fait très bien, mais Ah, parfait. c'était marrant. Et je me suis dit, tout ce que tu construis, si tu le construis bien, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas devoir revenir. Ce sera une base qui sera correcte, pardon, qui sera bonne et qui t'aidera à franchir un cap supplémentaire plus facilement. Hmm. Donc, il y a un certain inconfort au départ, bien sûr, mais je me mettais dans une situation plus confortable à chaque fois que je construisais quelque chose de bien. Parce que tout ce que je faisais allait tendre ou me permettre de tendre à la réussite. Donc, Hmm. c'était vraiment important de voir ce processus-là et de construire les choses comme ça, quoi. Ouais. Donc, Qu'est-ce que oui, 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 bien sûr. Et au Japon, comme on l'a dit tout à l'heure, tout a une place. Donc, quand on avance dans la vie, dans la rue, partout, on avance sans crainte, mais avec des certitudes, parce qu'on sait que les choses sont redonnées. Elles ne sont pas Hmm. désordonnées qu'on va devoir chercher, trouver. On s'inquiète, c'est redonné. C'est en place. J'avalais un tigre et pas un chat. Oui, c'est en place, quoi. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu crois Alors, quand je suis à justement? Paris et que je prends le TGV entre deux conférences et qu'on me dit, oula, faut que vous soyez là une demi-heure à l'avance, hein, parce que pour l'assistance, vous savez, il faut. Enfin, le train, il est à 50 mètres. Il y a un coup de carré à mettre. Vous entendez le train, qu'est-ce que j'ai. Pourquoi une demi-heure à l'avance? Et Paris, des fois, il y a des bouchons, etc., etc. Au Japon, on sait que le train, il est à l'heure. Parfait. Voilà. Il y a une règle, on monte dans le train, terminé. Pas de Hmm. problème. Mais oui. Mais bon. Ah, bien sûr. Donc, oui, cette particularité du détail, elle fait la différence. Et le détail aurait peut-être fait à un moment donné que je n'aurais pas échoué pour ce podium pour un centième. Hmm. Peut-être que j'aurais Hmm. été sur le podium pour 2 centièmes ou pour 1 centième, justement. Hmm. Sans doute. En 2016, pour revenir à cette anecdote de 2016 à Rio. Hmm. Tu Et allais me dire, pardon? oui, j'allais te dire, justement, qu'est-ce qui, chez les jeunes générations, ou même les personnes qui ne sont pas en position de handicap et qui se disent, je sens bien que j'exploite pas mon plein potentiel, je j'arrive pas à mes objectifs de vie, j'aimerais faire plus et j'aimerais tendre vers plus. En tout cas, j'ai quelque chose en tête, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qui, selon toi, finalement, nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche réellement? C'était une autre de mes questions. Euh, Qu'est-ce qui, dans le quotidien que tu vois autour de toi, des personnes comme ça, qui peuvent avoir ce genre de discours, te semble être le plus gros bâton dans les roues qui les bloque en fait sur leur chemin de vie? Il y a plusieurs choses. D'abord, les freins qu'on se met nous-mêmes en disant non, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. On se dit mais essaye. C'est comme quelque chose qu'on n'aime pas. On dit ah, j'aime pas. Mais goûte avant de dire que tu n'aimes pas. Tu pourras dire ok, j'ai goûté, je sais que j'aime pas. Ou alors je sais que finalement peut-être je peux changer d'avis ou que j'aime pas. Donc il y a notre propre perception des choses, de l'obstacle, qui nous met un frein parfois. La peur de ne pas réussir aussi nous met un frein. Alors qu'il n'y a rien de mal à échouer. Il y a juste peut-être un intérêt certain par contre à essayer. On ne peut pas avoir de regret. Si on échoue, on échoue, mais au moins on a essayé. On ne se dit pas non, c'est pas possible, etc. Et puis il y a le fait que on est encore une fois, et je me répète malheureusement, mais dans une situation peut-être trop confortable, disons au quotidien,
je fais que les choses dans la facilité parce que je sais que je vais les réussir. Bah, c'est pas comme ça qu'on va réussir. Hein. C'est pas comme ça qu'on va être à très haut niveau. C'est pas comme ça qu'on va être champion olympique. Rien n'est facile pour arriver à ce niveau-là. Et si on n'accepte pas la difficulté, ça peut pas marcher, quoi. Donc, il faut accepter un certain inconfort pendant longtemps en disant que de toute façon, on fait les choses qui concourent à aller dans le bon sens et nous permettent de pouvoir avoir une chance de réussir, d'optimiser les chances de réussite en tout cas. Donc, oui, en 2 points, la perception de la difficulté, qui est peut-être faussée parfois. Sachant en plus que dans un pays où quand on réussit, c'est pas toujours bien perçu, on est un peu jalousé parfois, et ça c'est quand même dur. Oui. Qu'après autant de travail, autant de difficultés, quand on arrive enfin à quelque chose qui est exceptionnel, on a les critiques des gens, la presse, la jalousie des autres, etc. J'ai envie de dire, mais j'ai bossé comme un timbré pendant 4 ans pour cette médaille d'or, laissez-moi savourer, laissez-moi vivre, quoi, laissez-moi en profiter. Au contraire, j'ai envie d'en profiter avec vous, j'ai envie d'en partager, de la partager avec vous, parce que, et pour l'avoir vécu à Tokyo en 2021, justement, et pas en 2020 à cause du Covid, cette pandémie, et donc ce virus qui a vraiment attaqué le monde entier, nous a privé de spectateurs dans les tribunes à Tokyo en 2021. Et je peux te dire que c'est pas la même chose de partager une médaille, d'être dans une exaltation certaine du monde qu'il va y avoir, de prendre le monde pour soi comme une motivation supplémentaire. Il n'y a pas une seule finale ou même série des jeux, ou en tout cas finale, où je ne me suis pas échauffé dans un bassin d'échauffement à côté et pas dans le bassin officiel parce que je n'avais pas envie d'être spectateur, mais d'être acteur de ma propre préparation, de mon échauffement. Et donc, j'évitais la foule, j'évitais les tribunes pleines dans la piscine du bassin de compétition. Et on a un bassin d'échauffement à côté ou de récupération qui a 20, 30, 40 mètres, qu'on voit très peu à la télévision finalement, mais dans lequel les équipes se chauffent. Il y a les kinés qui sont là autour. On a des points de contact avec toute l'équipe, la délégation, etc. Et ça me permettait de me préserver un petit peu. Et au contraire, j'arrivais en chaîne d'appel et après derrière le plot de départ et je prenais un bain de foule qui me transcendait, qui me booste à chaque fois, quoi. Et oui. À Tokyo, j'ai pas eu ce sentiment-là. Et oui. À la fois qui est une pression parfois, mais le sentiment surtout de me dire ça y est, il y a le public qui est là, il y a du monde, il y a tes parents, il y a du monde là. Maintenant, il faut que ça te pousse tout ça, quoi. Il faut que tu leur montres, il faut que tu sois en mesure de te surpasser au moment. Là, c'est maintenant, quoi. C'est la finale, s'il faut y aller. Ça va durer 1 minute 30, 1 minute 20, 1 25, enfin, peu importe la course. Peut-être 3 minutes sur le 200, peut-être 1 26, 1 25 sur le 100 mètres, peut-être 38 secondes, 37 secondes sur un 50, peu importe. Mais c'est court tout ça. Donc, donne-toi à fond parce que derrière, bah, c'est dans 4 ans, quoi. Eh oui, non, bien sûr. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est que tu réserves ce moment-là juste avant de passer à l'acte, quoi. Parce que si c'était Oui. trop tôt, ça redescendrait sans doute. Enfin, il faut Oui, peut-être. puis tu observes les gens, tu t'échauffes, tu n'es pas forcément à l'aise, tu fais des Ouais, choses qui te ressemblent pas, tu as peur d'être pas bien, de ci, de là, tu n'es pas toi-même. ouais. Tu te sens observé par la foule, et puis dans une piscine où il y a 15 000 personnes, tu te sens vraiment observé, et tu n'es pas acteur de ta course, quoi, de ton échauffement, etc. Alors qu'en bassin de récupération, on est au calme, tranquille, on s'échauffe. Je mets mon habit de lumière, sur vêtements de l'équipe de France, on s'habille, voilà, on se change, on part à la chaîne d'appel, et là on se dit ça y est, maintenant on va sur une finale, et on s'approprie le monde, on prend les choses comme un outil supplémentaire, comme une aide, comme un truc qui va nous booster, quoi. Un ingrédient supplémentaire pour faire une bonne. C'est comme l'assaisonnement d'un chef cuistot qui a fait son plat, il est prêt le plat. Mais il faut encore l'assaisonner un petit peu, ben, il met la dernière dose de poivre, du moulin à poivre ou de sel pour dire ça y est, c'est assaisonné et c'est bon. Et il a goûté. Nous, on a goûté l'eau en bassin d'échauffement, on sait qu'on sait nager, pas de problème, ça c'est bon, le plat il est fait. Maintenant, il faut ajouter le petit truc qui va en plus et la présentation qu'on montre à, à notre public, quoi. Et c'est pour ça que les chefs cuistots étoilés sont toujours en train d'essuyer leur assiette pour que ce soit nickel, propre, bien présentable. Nous, c'est pareil. Moi, je suis un peu Parle comme beaucoup de Nadal. Hein. nourriture avec J'arrive en toi. finale. Je suis un peu comme Nadal. J'arrive en finale, au bassin olympique avant une finale. Les affaires, elles sont rangées en place. Ma bouteille d'eau, elles sont millimétrées. Tout est. Je me mets dans ma bulle, quoi, dans ma routine, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis j'arrive en chaîne d'appel après, prêt, et puis tout, quoi. La combinaison, le sous-vêtement qu'on est fier de porter, de notre pays, etc. Et puis en disant, maintenant, il faut se transcender et être le meilleur possible et faire le mieux qu'on peut, quoi. Peu importe le résultat, finalement, mais faire du mieux qu'on le peut. Il y a une question que je voulais te poser et tu as commencé à y répondre. En fait, tu me fais toutes mes transitions, c'est parfait. C'est vis-à-vis du regard de l'autre. Et plus que du regard d'autrui, c'est le qu'en dira-t-on. C'est vraiment plus que le regard d'autrui, c'est l'idée que je me fais moi-même du regard d'autrui et de ce qu'on va penser de soi, de moi. Oui. Et est-ce que tu penses qu'on peut vraiment s'affranchir à un moment de sa vie du regard de l'autre? Est-ce qu'on peut faire avec?
Est-ce qu'on peut se l'approprier et le transcender comme une force, comme tu l'as très bien dit, par rapport au Oui, public qui va devenir une force? Parce que j'ai l'impression dans, tu vois, cette question précédente que je t'ai posée par rapport à qu'est-ce qui nous empêche, c'est souvent l'idée, je demande souvent aux gens en préparation mentale de imaginer que vous êtes tout d'un coup seul au monde. Est-ce que vous n'auriez pas déjà pris cette décision oui, importante? oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, et puis moi, alors, quand j'étais au pied du mur après mon accident, du jour au lendemain, on t'enlève tout, hein, on te coupe l'herbe sur le pied. Tu dois réapprendre à t'asseoir, à manger, à tenir une fourchette, parce que j'avais une tétraplégie au départ assez haute, réapprendre à s'habiller, à faire plein de choses simples, élémentaires que tu as pu passer, enfin que tu as pris 20, qui ont pris 20 ans pour être acquises, à marcher, oui, à tenir un verre correctement, à pas manger de travers. Et, oui, on est en train de se dire, finalement, j'ai passé toute mon enfance, ma adolescence à construire quelque chose, à devenir quelqu'un, et du jour au lendemain, je suis coincé, ça y est, il faut tout recommencer. Bah oui. Et là, le regard de l'autre, il est délicat, quoi. Un peu embêté, on est dans une situation très particulière et très inconfortable en disant qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Et moi, j'étais au pied du mur, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le regard de l'autre, c'est le regard de ma propre personne d'abord, comment moi je me vois, comment je me perçois, et qu'est-ce que je vais faire pour que les choses changent. Le regard des autres, de toute façon, on est au pied du mur, hein. Il est comme ça. On va pas me enlever mes jambes, me ramener ou me rendre mes jambes du jour au lendemain. Enfin, je les ai, mais on va pas me repermettre de remarcher du jour au lendemain comme ça. Il va falloir travailler dur, il va falloir reconstruire quelque chose à 100%. On n'a pas le choix. Donc, non, j'ai vraiment été, pour le coup, les deux pieds dans le plat, quoi. J'ai Mmh. Mmh. j'ai pas eu le choix, j'ai pas eu de détour possible, j'ai pas eu le chemin facile, j'ai pas eu la vie facile et il a fallu accepter, il a fallu, oui, se plonger dans un scénario parfois douloureux en me disant, bah, de toute façon, maintenant, il faut remonter la pente, t'as pas le choix, quoi. Oui, c'est un scénario douloureux, mais finalement, il y a qu'une seule case à jouer. C'est ça, finalement, la route était claire. Dis: «Maintenant, j'y vais à fond, quoi». C'est Oui, ça. et de ce côté-là, une anecdote, j'ai jamais connu mes grands-parents du côté paternel et une partie seulement du côté maternel. J'ai pour autant été très inspiré par ce que mes grands-parents, et notamment mon grand-père, du côté de mon père, a fait. Il a été officier sous le Tsar il y a très très longtemps. Il a dû fuir la Russie à cause de la Révolution pour essayer de tout reconstruire. Et en vendant pour ça ses médailles de guerre, les médailles du mérite qu'il a reçues, la croix Saint-Georges, plein de choses, plein de décorations qu'il avait eues grâce à ses citations et grâce à son engagement pour sa patrie, il a tout abandonné. Il s'est délaissé de toutes les choses matérielles pour avoir un minimum d'argent, parce que c'était la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pour faire vivre sa famille. D'abord, les choses qui étaient vraiment euh, vitales, quoi. Manger, à l'époque, ils ont connu la l'imagino, hein, dans ces choses-là, l'équilibration, etc. Ça n'a pas été facile. Et, euh, et un officier qui finalement s'est retrouvé à travailler dans les usines et qui est mort d'un cancer à cause de ça aussi, quoi. Voilà, les Mmh. problèmes de pollution, de ci, de là, bon. Mais c'est quelqu'un qui a tout abandonné pour aller à l'essentiel. Et moi, je me suis dit, aujourd'hui, il n'y a plus de détour possible. Il faut aller à l'essentiel. C'est vital. C'est ta vie qu'en dépend, c'est ton avenir qu'en dépend. Tu as juste 20 ans. Il est hors de question pour moi de baisser les bras et de me dire la vie, elle est foutue, quoi. C'était pas moi, c'était pas mon. C'était pas par honneur, en mémoire de mon grand-père, en mémoire des gens qui ont tout abandonné, qui ont tout eu et qui ont tout abandonné pour vivre. Je me devais de lever les bras et de retrousser les manches pour me dire mets-toi au travail parce que oui, tu as eu un gros problème, un gros bobo, comme on dit, une grosse difficulté, un handicap qui est pas petit, mais tu as encore une chance de progresser, de faire des choses. Et il y a plein de petits signes, quoi. La natation, etc. Voilà, les gens qui t'entourent, qui croient en toi. Il faut les gens qui m'ont opéré, ça commence par là, qui m'ont aidé. On a fait venir deux grands pontes de la neurochirurgie à Grenoble qui étaient au repos, qui n'étaient pas de garde, qui n'étaient pas d'astreinte. Et l'ancien maire à qui je dois beaucoup, Michel Desto, a eu la gentillesse de leur téléphoner pour leur demander qu'ils viennent m'opérer à Grenoble. Et ça a été un premier coup de pouce incroyable. Donc, je me devais de rehausser le niveau de vie que je voulais avoir. Je me devais de rehausser euh, ouais, le niveau de vie, le challenge que j'avais, et de le relever et de me dire, ben, retrousse-toi les manches et puis c'est parti, quoi, hein. On va prendre le taureau par les cornes et on va avancer, quoi. Il n'y avait pas de choix possible. Et puis, ne serait-ce que pour mes parents, de les rassurer, de leur montrer que malgré la difficulté, malgré l'accident, malgré le handicap, j'allais pouvoir vraiment faire quelque chose, devenir quelqu'un et les rassurer aussi par la même occasion, quoi. Donc, Mmh. ça a été une double fierté pour moi, pour mes parents aussi, de pouvoir réussir ce parcours sportif
Voilà, mon père m'a remercié en 2004 lorsque je suis médaillé pour la première fois de l'avoir emmené au jeu. Je dis, papa, tu plaisantes, c'est moi qui dois te remercier pour l'éducation que j'ai reçue, pour m'avoir donné les éléments, les outils pour pouvoir me battre et de m'avoir donné, transmis en tout cas ce punch, cette force de caractère, ces traits de caractère, ces traits de famille, peut-être un peu génétiquement parlant, hein, de caractère qui m'ont permis de pouvoir me surpasser et accepter la difficulté telle qu'elle était, comme ça, quoi, de façon improbable, imprévue, radicale. Et, et c'est violent, hein. Quand ça t'arrive, c'est vraiment dur, hein. Mais il faut, il faut se battre, il faut remonter la pente et puis avancer. Et on en tire des substances incroyables, on en tire un potentiel incroyable qu'on ne s'imaginait pas, qu'on n'imaginait pas, Hmm. qu'on ne supposait pas accessible. Et on en trouve une force qui est personnelle, qui nous est propre, mais une force qui est incroyable, quoi. On se révèle vraiment en tant qu'humain avec son plein potentiel, parce qu'on est vraiment au pied du mur et que, voilà, à celui qui accepte la difficulté et ce moment très inconfortable, ben, un avenir brillant, beau et serein lui est promis, ça c'est clair, quoi. Hmm. Magnifique. Magnifique. J'ai hâte que tu nous parles de tout ça au festival, hein, parce que ça va être une très très belle conférence. Tu as dit une chose qui est superbe. C'est pour élever le niveau de vie, finalement, pour élever, c'est-à-dire ce que je suis, la vie, pour faire vivre Élevé soi-même, oui, oui, intensément, en fait, ce que je suis, un être vivant, j'ai augmenté mon niveau d'engagement, finalement. tout à fait. J'ai mis plus de mouvement vers l'avant. Alors déjà, un engagement qui est triple, envers moi-même, envers les gens que j'aime, mais Oui, toi, tu t'engages aussi, depuis sans doute plus récemment, envers le bien commun. C'est-à-dire, à travers ta fondation, il me semble que tu as une oui, fondation, c'est ça? oui, oui. Et ce que tu nous as énuméré dans ton CV que tu as fait au début voilà, de ta présentation. On peut conclure sur ça, si tu veux, sur cet engagement que tu as. Oui, c'était une façon de rendre aussi au sport, et c'est toujours une façon de rendre au sport ce qu'il m'a apporté. C'est une façon de pouvoir contribuer aussi au rayonnement de la société et puis de me dire que je reçois beaucoup. Alors, j'ai beaucoup semé pour récolter mes fruits, hein, ça c'est sûr. On n'a rien sans rien. Et notre réussite, je la dois à des gens qui m'ont entouré, hein, et oui, qui m'ont bien entouré, très bien entouré. Mais je la dois aussi et surtout à mon travail. Donc, je n'oublie pas les gens, hein, dans l'ombre, les entraîneurs, etc., mon entourage, ma famille, les personnes qui m'ont, mes amis aussi, qui sont venus me voir, ma sœur, enfin tous les gens qui ont compté pour moi et qui m'ont aidé à remonter la pente quand j'en ai eu besoin, après l'accident par exemple. Puis les médecins, les chirurgiens, tous les gens qui ont permis que tout ça soit possible. Les gens qui m'ont sauvé la vie, hein, tout bonnement. Mais bien sûr que il y a un moment important qui ne doit pas être négligé, qui ne doit pas être oublié, c'est le fait de pouvoir accepter d'élever son niveau de vie et ses challenges pour pouvoir ben, récolter plus. Et ça, c'est évident, quoi. Et donc, la façon que j'ai de le traduire, de le rendre au sport ou de le rendre à la société qui m'apporte beaucoup, c'est de m'investir, de m'engager. Alors, je le fais au sein des commissions sportives nationales et internationales, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle du comité olympique, pour que mes camarades sportifs les plus jeunes qui arrivent en carrière soient plus épaulés, une vie peut-être un peu plus facile, plus confortable. Voilà, qu'on prévoit aussi leur avenir un peu plus sereinement, le double projet, études, emploi et carrière sportive. Parce que ce n'est pas toujours facile de concilier les deux, mais on peut y arriver. Et voilà, il faut juste les outils pour ça. Mais c'est une façon aussi d'aller donner un coup de main à des populations qui n'ont pas grand-chose. Et au Cameroun notamment, la Fondation aujourd'hui essaye de œuvrer en faveur du lien social qu'on veut reconstruire pour les personnes qui en situation de handicap sont souvent vraiment délaissées. Voilà. On a créé une association homologue française à Grenoble pour continuer à œuvrer pareil en faveur du handicap et amener un regard différent sur le handicap dans cette société qui parfois est un petit peu stigmatisante et qui est parfois aussi un petit peu égoïste, qui a tendance un petit peu à délaisser des gens qui ont une difficulté ou une particularité, alors que cette particularité-là, elle fait une richesse aussi. Ouais. La RSE, c'est un bien grand mot, c'est une belle expression, c'est une appellation importante en entreprise, mais la première RSE, c'est d'abord le respect de l'autre, c'est d'abord l'accueil de l'autre en tant que personne, tout simplement, et puis ensuite les textes qu'on met pour légiférer, pour contraindre et pour arriver à une finalité qui soit uniforme, quoi. L'emploi, etc., le plein emploi. Mais oui, oui, mon engagement il est important et que ce soit pour le comité olympique, le comité paralympique maintenant, le comité international aussi paralympique ou l'Agence française de lutte contre le dopage par exemple, voire même les hôpitaux puisque je suis président du cercle des parasportifs du fonds de dotation des CHU de Grenoble.
Ok. Les CHU m'ont beaucoup aidé, et les médecins et le personnel soignant en général. Donc, de les comprendre, de les écouter, d'essayer de pouvoir contribuer au financement de rénovation ou de nouveaux projets pour l'hôpital ou les hôpitaux, c'est plutôt bien, quoi. Voilà, mais la fondation, c'est un point important. On est venu me chercher pour ça, mais j'ai réfléchi, j'ai mûri le projet, et puis j'ai décidé d'accepter et de m'engager pour aider à créer du lien social pour ces gens qui ont un handicap au Cameroun, pour mettre en place des actions aussi simplement qu'on le fait avec les remises de fournitures scolaires, ce qu'on appelle chez nous le soutien en scolaire. On va chaque année dans 4 villes remettre à 200 enfants en tout, tout, fournitures scolaires, cahiers, livres, manuels scolaires. Ils n'ont pas tous des CD-ROM comme nous en France, ils n'ont pas tous accès à Internet, donc forcément ils ont encore des livres, hein. Voilà, on les achète, on les offre. On a un programme aussi qui est important pour permettre aux enfants d'aller faire du sport, donc vulgariser et démocratiser le sport dans les écoles, dans les collèges aussi. C'est tout récent, avec un partenaire que sont les brasseries camerounaises qui nous aident à avancer pour financer notre matériel, etc. On a un troisième programme qui me tient vraiment à cœur, qui est un programme autour de l'agriculture du poivre blanc. On a décidé de créer un volet de formation pour les personnes qui n'ont pas forcément de grandes connaissances, mais qui peuvent, à travers leur travail dans l'agriculture du poivre blanc, qui est un AOP au Cameroun, hein, un poivre très très parfumé, que les chefs étoilés d'ailleurs apprécient beaucoup, et que je vais essayer de distribuer aussi en France, chez les amis qui sont étoilés d'ailleurs. On essaye justement de pouvoir créer de la formation pour que ces gens-là puissent, à travers leur propre travail, leur propre labeur, on va dire, subvenir à leurs propres besoins, et puis ne pas dépendre des autres, être autonome financièrement avec un minimum de salaire, de formation aussi, puis le plaisir de contribuer aussi à rayonner dans la société, à nourrir sa famille, ou simplement ne pas dépendre des autres, ne pas mendier, ne pas voilà, être autonome, quoi, tout simplement. Bien sûr. Donc c'est un problème important, donc on essaie d'avoir un peu plus de superficie pour une plantation un peu plus grande. Et j'ai d'ailleurs été soutenu grâce à Paris 2024 et l'AFD, l'Agence française de développement, par le biais d'un programme d'incubateur. On est la première promotion. J'ai fait partie d'une promotion de 10 sportifs qui avaient des projets en Afrique dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Voilà. Alors moi, c'est pas mon vrai boulot, c'est un boulot secondaire, c'est un engagement de fond qui est important d'abord, et puis ensuite ce sera peut-être un deuxième facteur de rémunération quand on aura vraiment bien implanté les choses et qu'on aura vraiment un circuit qui marche bien, et on pourra se dire ok, on commence à faire des bénéfices, je pourrais me rémunérer à ce moment-là aussi, mais la priorité c'est d'abord les gens qu'on fait travailler, qu'on veut former, quoi. Voilà. Mais c'est important de rendre aussi à un moment donné, c'est valorisant, et puis c'est important aussi de soutenir des projets pour que d'autres puissent, j'ai envie de dire, avoir un petit coup de pouce aussi, quoi. Voilà. Quand on le donne, on fait une bonne action, je pense, et on permet à d'autres de se dire ok, on a cru en moi, c'est qu'il y a une raison, bah, je vais faire de mon mieux, et puis ensuite je pourrai à mon tour aider les autres peut-être. Voilà. Le Cameroun est un pays fantastique qui a une richesse culturelle incroyable, mais dans le champ du handicap, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, quoi. Ah oui. Beaucoup. Ouais, je serais très content qu'on en reparle et que soit mon centre de formation, soit mon association puisse être un partenaire de choix, puisque très impliqué aussi dans Ah, l'environnement. super, Donc, super. on en reparlera avec Oui, et grand. puis à propos de l'environnement, on essaie bien sûr de faire en sorte que notre poivre blanc, qui est un AOP, soit cultivé dans un respect de la terre Mm. locale, Mm. sans trop de pesticides, etc. On a juste des produits qui évitent nos plants d'être malades, des maladies qui existent et qui tueraient la plantation complètement. Donc on est obligé de faire attention à ça, mais ouais, on est vraiment dans le travail manuel et avec des méthodes qui sont assez ancestrales, et on fait les choses simplement, quoi. Mm. Comment on met des lianes sur un tuteur, comment on suit le poivrier qui grimpe là sur le tuteur, comment on enlève les lianes, on dessert les lianes, comment on trace, comment on choisit, on calibre le poivre, parce qu'il y a un poivre qui est trop jeune, il est trop petit, il n'est pas assez gros, il n'y a pas un Mm. calibrage qui est intéressant pour le vendre. Et c'est une valeur qui est certaine, hein, je veux dire, le poivre blanc au kilo en France, on est entre 90 et 110, 120 euros le kilo, hein. C'est prestigieux, donc avec une rémunération conséquente, on peut aussi aider aussi les familles entières à vivre, à avancer, et Mhm. c'est super. Donc de créer de l'emploi, c'est aussi un élément qui était pour nous important et qui nous manquait à la fondation, à l'association, et qui me paraissait être voilà,
intéressant. Et puis ce coup de pouce que j'ai eu grâce à Paris 24 aussi, qui voulait soutenir des projets de sportifs à l'étranger. Voilà. Génial. C'est, Bon, il y a encore du boulot, mais on avance. Voilà, petit à petit, et on essaye de rendre la monnaie de la pièce, comme on dit. magnifique. C'est vraiment valorisant, c'est intéressant et c'est fascinant, quoi. La première fois que je suis allé en 2012 pour inaugurer la fondation, j'étais accueilli par les chefs de village qu'il fallait rencontrer pour valider le projet parce que j'étais un peu un inconnu qui arrivait sur une terre camerounaise, etc. C'est un peu plein de gris-gris, les traditions, etc. Un peu marabout, bon. Et c'était un moment incroyable quand on m'a appris salut, front contre front, etc. local. Puis une bonne poignée de main, elle fait tout, quoi. Hein. C'est aussi un moment aussi simple que ça, hein, de serrer la main à quelqu'un qui est important sur place euh, pour l'ethnie locale, pour la population locale, quoi. Et d'ailleurs, c'était avant la période des pluies, septembre-octobre, il fait encore, enfin, fin octobre, il fait encore bon. Il y a eu un peu de pluie parfois. Juste une anecdote, on m'a dit, tu vas voir, quand les chefs de village vont repartir, alors, il y a un monsieur devant qui joue tam-tam là, pour arriver à marquer l'arrivée des chefs de village. C'est juste une tradition, mais c'est important de la respecter chez eux et je comprends. On aimerait nous aussi respecter une tradition en France, et notamment quand on fête là, dans quelques jours, la fin de la guerre, le 8 mai 45 par exemple. Bon, c'est pas rien l'appel du 8 mai ou le mois de juin, le débarquement, c'est aussi très important, quoi. Très importante pour nous. Et ben, on se doit respecter les traditions locales, qui sont pleines de folklore en plus, donc c'est très agréable à voir et à vivre. On m'a dit, tu vois, quand les chefs de village vont partir, eh ben, il va se mettre à pleuvoir parce qu'il y a un nuage qui rôdait autour de nous. Le mec, il jouait du tam-tam, boum, boum, et puis les chefs de village, ils partaient, ils marchaient. Et ils sortaient d'un grand espace, c'était un grand terrain de foot qu'on avait occupé pour mettre des tentes, mettre la scène, le micro, et puis organiser les festivités, un buffet, etc. J'ai vu la tête de mon chef de village, le dernier, disparaître à la minute près. Il y a eu un coup d'éclair énorme et il est tombé une pluie, mais de chez pluie. Hein. C'était incroyable. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. On est marabouté, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on t'avait dit, c'est la tradition. Le chef de village, il s'en va, il va pleuvoir. Quoi. Incroyable. Voilà, donc les petites choses qui sont anecdotiques, mais qui valent leur pesant d'or. Et puis voilà, on apprend de tout le monde et de tous les jours, quoi. On apprend de ces gens-là, qui nous donnent, qui nous redonnent. Voilà, on apprend à donner, à être bien accueilli. Et puis c'est fantastique, quoi. Quand on voit les enfants venir avec les deux bras tendus pour récupérer leur sac à dos, leur compas, leurs règles, leur manuel scolaire, enfin peu importe, ils vont à l'école, ils sont contents. Enfin, c'est un moment incroyable, quoi. Magnifique. Il faut savoir donner, je pense, un petit peu aussi. Je crois que c'est Mhm. important. Bien On sûr. va vivre hein, aussi, bien sûr, il faut gagner sa vie, bien sûr, mais il faut aussi savoir donner un peu de son temps, notamment. Mhm. Et, puis j'ai rencontré des gens incroyables. Hein. J'ai rencontré Roger Mila, qui était une idole pour moi dans le football à l'époque, qui nous a fait venir à la télé à l'époque. Voilà. J'ai rencontré différents ministres, etc., pour leur montrer ce qu'on voulait faire. Et on n'était pas là pour faire de l'ingérence, on était là juste pour contribuer à un rayonnement d'une population un peu délaissée, parce que j'ai cette capacité-là, peut-être à avoir un peu plus d'aura que certaines personnes, vu mon statut de sportif de haut niveau. Voilà. Bien Donc sûr. je suis avec mes médailles, et puis c'est un moment très sympathique. Et j'essaye d'y retourner une fois par an. C'est pas trop possible tout le temps parce qu'il y a des contraintes qui font que, puis il y a le Covid aussi. Bon. Mais je suis en contact en permanence avec mon président, avec les gens qui sont sur place, et on essaie d'avancer du mieux qu'on le peut. Génial. C'est un magnifique message Voilà. que tu envoies et je pense qu'on va parler de beaucoup de choses. Le 20 et le 21 mai au festival, ça va être super. Merci pour toute cette transmission et Avec ce que plaisir, tu Pierre. incarnes. Les qualités, je pense, qui toucheront les plus jeunes générations, je l'espère, parce que c'est pour eux qu'on fait ça, évidemment. Si tous les enfants et tous les adolescents et tous les futurs adultes peuvent s'inspirer de ton parcours de vie pour justement faire de la contrainte une opportunité, je pense qu'on aura fait notre job. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Oui, 20-21 mai, Pont du Gard. on va en garder un petit peu aussi sous le pied, Voilà, comme faut on pas tout dit, dire. ou sous le C'est ça. coude. Bah, c'est clair. Bon, encore un grand merci, David, Merci à véritablement. toi, Pierre, pour ce moment d'échange très sympathique. Et puis, oui, oui, j'ai hâte de rencontrer tout le monde. Et ce sera un moment en particulier où on va s'enrichir nous-mêmes à travers les gens qu'on va rencontrer. Ouais. Et puis, c'est d'apporter nos propres expériences. Et c'est ça hein, l'intérêt de mutualiser des partages d'expériences de vie qui sont, euh, pour moi, intéressantes, mais aussi très, très formatrices. Quoi. Bien sûr. Merci Voilà. beaucoup. Allez, très Et bonne dans un beau soirée. cadre en plus. Dans un très beau cadre en plus. Ah bah ouais, là, on peut rêver mieux. C'est notre tour Eiffel du sud de la France, c'est le pont C'est du ça. Gard. Donc oui, il faut venir en plus au printemps, il fera beau, il fera bon. On Oui, va oui, se oui, oui.
vraiment. On va mettre, alors, on va pas refaire le pont, mais on va mettre nous aussi nos petites pierres à l'édifice en s'inspirant de ce qui a été fait derrière nous, puisque apparemment je serai le petit chanceux d'avoir une belle scène avec derrière en contrebas le pont du Gard, donc c'est super et c'est très symbolique. Comme on dit souvent, on n'a rien à innover, on va juste transmettre des choses qu'on a vécues. J'ai pas de baguette magique, je veux juste partager des moments particuliers de vie qui m'ont permis de pouvoir aller toucher des choses et même les décrocher, alors que je pensais que c'était peut-être difficile, quoi. Voilà. Si c'est possible, alors ils l'ont fait. Cette phrase-là qui conclura notre Et émission. oui, mais oui, Mark Twain, évidemment. Oui, Magnifique. exactement. À très bientôt, Pierre, merci. Et puis rendez-vous Merci le à 20 et toi. 21 au Pont du Gard, exactement. Ouais, ouais, ouais. Merci à toi. À Super. très vite. Très bonne soirée. Merci, à bientôt. Bye.